Le mois de novembre 2024 a été particulièrement marqué par la reprise des manifestations contre l'accord UE-Mercosur avec plus de 80 actions recensées qui sont menées essentiellement par la profession agricole avec des blocages, des dépôts de fumier et surtout des rassemblements. Même si cela reste pour l'instant bien éloigné des perturbations qu'on a pu connaître par exemple pendant la période des Gilets jaunes, il est important de chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui éleveurs et agriculteurs descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à cet accord qui pourrait, selon eux, affecter durablement leur profession et leur avenir. Dans ce décryptage, on va revenir aux origines de l'accord UE-Mercosur et tâcher de comprendre les enjeux qu'il y a autour de la ratification de ce dernier. Pour cette toute première vidéo, je vous invite à laisser vos avis en commentaire afin de me permettre d'améliorer le contenu et la qualité des publications à venir. Et si les sujets abordés vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de participer à l'essor de cette chaîne. Pour commencer, quand on parle du Mercosur, c'est en fait un abus de langage puisqu'on sous-entend l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. En fait, le Mercosur, ça existe déjà, c'est une zone de libre-échange entre l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie et le Brésil. Et cette zone, elle est déjà bien en place. Et l'accord UE-Mercosur, en fait, il ne date pas vraiment d'hier, puisque les premières négociations, elles ont démarré en 1999 avant de s'arrêter une première fois en 2004, avant de reprendre et de s'arrêter à plusieurs reprises au gré des fluctuations géopolitiques. Et on est arrivé à une version finalisée en 2019 qui est en discussion depuis. Pour bien comprendre le périmètre, il faut savoir que cet accord, il n'est pas exclusivement économique, puisqu'il est également question de promouvoir un dialogue politique entre les deux alliances sur les questions de migration, de recherche, d'éducation, de droits immunitaires, de protection de l'environnement ou encore de la cybercriminalité. Mais clairement, le but principal, c'est avant tout d'aboutir à une baisse des droits de douane sur les exportations de services et de biens entre les deux co-contractants, à savoir les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur. Pour l'Europe, l'enjeu serait surtout au niveau de l'industrie automobile qui pourra augmenter de 4 milliards d'euros, soit à peu près 2,5% des exportations totales chaque année. À côté, les restrictions seraient également levées sur la partie médicaments et équipements pharmaceutiques, ainsi que sur les produits alimentaires AOP qui concernent notamment les vins, les spiritueux, les fromages et les chocolats. De leur côté, les pays du Mercosur pourraient bénéficier d'une ouverture massive de leur marché de la viande bovine puisqu'ils pourraient exporter 160 000 tonnes de viande bovine annuellement, ce qui représente à peu près un peu plus de 2% de la production annuelle européenne. Et l'accord concernerait également la production de volaille, de sucre, d'éthanol, de biocarburants et de soja. On vient de le voir, l'objectif de cet accord UE-Mercosur est d'avant tout d'obtenir des retombées économiques positives pour les deux unions. Mais quand on s'intéresse de près aux impacts dans les autres domaines, c'est là que les problèmes commencent. Déjà, pour ce qui est de la question environnementale et écologique, un groupe d'experts formé par le gouvernement français a remis dans son rapport en 2020 le problème de la déforestation qui est induite par la création de pâturages à raison d'un rythme annuel de 5% pendant les 6 années qui suivent la mise en application de l'accord. C'est-à-dire à peu près 700 000 hectares de forêt qui disparaîtront. Et cette même commission elle va même en conclure que le coût écologique de l'accord il sera forcément plus élevé que le gain économique potentiel, puisqu'il y a à la fois les problématiques de la production qui vont forcément polluer, mais il y a également les problématiques de transport entre les deux continents. Ensuite, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui vont juger que cet accord va permettre une concurrence déloyale puisqu'elle va permettre l'arrivée sur le marché de produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sociales que l'on peut connaître en Union européenne. Un exemple concret, le SMIC en Brésil, il est de 260 € contre 1747 € en France. Enfin, on va retrouver également une problématique importante au niveau de la santé puisqu'une partie des produits qui seraient amenés sur le sol européen ne respectent pas les réglementations en termes de normes et de sécurité sanitaire des aliments. Toujours avec l'exemple du Brésil, le pays utilise actuellement l'atrazine, qui est un herbicide utilisé principalement pour contrôler les mauvaises herbes dans les cultures de maïs et de canne à sucre. Et bien ce pesticide, il est interdit depuis 2003 dans l'Union européenne puisqu'il a un potentiel cancérigène et une persistance importante. Toujours dans les conditions d'élevage, on a également la problématique de l'utilisation d'hormones de croissance, comme par exemple la ractopamine, qui est utilisée dans l'élevage de bœuf et de porc pour augmenter leur masse musculaire et diminuer leur teneur en graisse. Mais cette molécule, elle est interdite dans l'Union européenne en raison des effets potentiels que la molécule peut avoir sur le système cardiovasculaire et musculaire des consommateurs. Il y a également la question de l'utilisation des OGM. Alors les OGM sont bien utilisés en Europe, mais ils le sont dans un cadre très strict de contrôle et de traçabilité de l'utilisation, alors que dans le Mercosur, on n'a aucune garantie que les pays suivront les mêmes conditions.
Et pour finir, les pays du Mercosur ne suivent pas non plus les réglementations européennes du paquet hygiène, à savoir le 850 de 2004, ce qui risque de provoquer des contaminations importantes en bactéries pathogènes pour l'homme, à savoir Salmonella, Escherichia coli, Staphylocoque ou encore Listeria monocytogenes, et donc de provoquer des intoxications alimentaires beaucoup plus importantes et fréquentes que les produits habituellement consommés en Union européenne. On a vu que cet accord était en négociation depuis un peu plus de 25 ans et que les problématiques qu'il soulève ne sont toujours pas adressées. Mais alors pourquoi un tel regain d'intérêt et cet empressement à vouloir conclure un accord ? Porté par Madame von der Leyen qui semble prioriser cet objectif et qui vient de se rendre en Amérique latine début décembre pour conclure l'accord, on peut s'attendre à ce que l'Union européenne soit motivée par un projet commun. Et effectivement, il y a déjà plusieurs pays dans la Commission européenne qui poussent à la ratification de cet accord. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, du Portugal ou encore de l'Espagne. Pour la péninsule ibérique, cet accord il peut avoir du sens pour des pays qui sont naturellement très proches de leurs voisins latins outre-Atlantique, mais c'est surtout l'Allemagne qui serait en fait le grand gagnant de la ratification de cet accord. Il est important d'avoir en tête que le pays connaît actuellement une stagnation économique importante avec d'une part la contraction de son PIB et d'autre part une croissance qui est aujourd'hui quasi nulle. Et ça c'est lié à plusieurs facteurs, mais entre autres le pilier de l'industrie allemande qui est l'industrie automobile qui connaît un ralentissement super important depuis 2017. Le secteur a été durablement affecté par des normes environnementales toujours plus strictes, l'arrivée sur le marché de pays concurrents comme par exemple la Chine, et la fin des véhicules thermiques vendus en Union européenne, toujours prévue pour 2035 avec la globalisation du marché des véhicules électriques. Et dans un contexte où le pays peine à s'adapter à l'électrification et à la numérisation de son industrie automobile, cet accord UE-Mercosur serait une opportunité rêvée pour relancer son économie. Mais à l'inverse, d'autres pays ont clairement été beaucoup plus critiques sur cet accord et ont affirmé clairement leur opposition. C'est le cas de l'Italie, de la Pologne, de l'Autriche, mais surtout de la France, où, une fois n'est pas coutume, la position politique est unanime à droite comme à gauche, puisque les Insoumis et le Rassemblement national ont tous deux adopté une opposition assez franche et directe à la ratification de cet accord. Et même du côté du camp présidentiel, qui est généralement en faveur des décisions et positions prises par la Commission européenne, on note une opposition à cet accord assez marquée, avec des demandes de clauses miroirs notamment pour pouvoir respecter dans les deux sens la réglementation entre les deux partenaires. Face à une situation économique qui n'en finit plus de s'embourber dans des crises successives et une inflation galopante, je peux comprendre l'intérêt de ratification d'un tel accord. C'est vrai que les perspectives d'ouverture d'un marché comme celui-ci pourraient permettre une relance dont l'Europe a cruellement besoin, et à titre personnel, je n'ai absolument rien pour des pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Mais quand on s'intéresse de près à l'ensemble des conséquences que pourrait avoir la signature de l'accord tel qu'il est prévu en l'état et qu'on commence à peser le pour et le contre, il est plus que légitime de se demander si ça vaut vraiment le coup. Déjà, on a vu que l'impact sur l'environnement il serait forcément néfaste alors qu'on est actuellement en train de redoubler de discours et d'efforts pour réduire notre empreinte écologique, ça serait juste aller à contre-courant de toutes les mesures qu'on a prises ces dernières années. Si demain on imagine mettre en place une taxe carbone qui est une mesure demandée par de nombreux groupes écologiques, il faut comprendre que les produits au rayonnage seront hors de prix et boudés par le consommateur. Et en parlant de consommateurs, il ne faut pas oublier qu'on est régulièrement secoué par des crises sanitaires, notamment liées à la sécurité alimentaire. Il suffit de se rappeler la crise Lactalis en 2018 ou plus récemment de la crise Buitoni ou Kinder pour les avoir en tête. Et on a également des problématiques autour des microplastiques ou encore des PFAS, les substances per et polyfluoroalkylées, qui vont devenir des enjeux sanitaires majeurs dans les prochaines années. Il faut imaginer qu'une inondation du marché par des produits alimentaires qui ne sont pas contrôlés, qui ne respectent pas les normes environnementales et surtout de sécurité en vigueur, comme on a pu le voir par exemple sur l'usage des pesticides ou encore des hormones de croissance, pourrait réveiller le spectre d'une crise sanitaire à l'instar de celle de la crise de la vache folle dans les années 90 qui était un scandale sanitaire majeur. Enfin, même si on a vu que la proportion de produits qui seraient exportés du Mercosur vers l'Union européenne serait quand même faible, c'est un coup de massue supplémentaire qui serait porté à la profession agricole qui est déjà en grande difficulté. Outre la disparition potentielle de circuits courts et d'une production locale de qualité qui rayonne encore à l'international, c'est la question même de la souveraineté alimentaire qui est remise en question, puisque nous avons déjà été rétrogradés de la 2e à la 6e place des produits exportateurs et qu'aujourd'hui on importe plus de 50% de nos fruits et de nos légumes. Ursula von der Leyen vient de conclure les négociations avec les pays du Mercosur, mais en réalité l'accord il n'est pas signé et il n'est pas ratifié, puisque c'est un pouvoir qui n'appartient pas à la Commission européenne mais bien aux États membres et au Parlement. La conclusion de cet accord au mois de décembre n'a pas manqué de faire réagir l'ensemble de la sphère politique qui est assez unanime sur son opposition, et on peut s'attendre encore à de nombreux débats houleux avant une éventuelle mise en application de cet accord. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, j'attends vos avis dans les commentaires et je vous donne rendez-vous pour le prochain décryptage.